Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Peut-être une première communication de service, comme on dit. Je crois avoir oublié la fois dernière de vous dire que les cours, évidemment, sont en accès libre sur Internet, d'abord en audio, puis en vidéo, que l'ensemble des titres des séances à venir sont également annoncés, que vous y trouvez également, en même temps que le cours est à télécharger, son sommaire, une forme de table des matières un peu détaillée, qui également explicite un certain nombre de références bibliographiques que je dis comme ça à la volée, donc ça peut vous être utile, ça structure l'écoute. Et puis également pour les références bibliographiques plus générales, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que sur ma page personnelle donc, du site internet du Collège de France, il y a un certain nombre d'articles à télécharger, dont les 2 ou 3 que j'ai consacrés à Ambroise de Milan, dans lesquels se trouve la bibliographie générale sur ce sujet. Avant de nous quitter, donc la semaine dernière, j'avais tenté de définir, c'était les 5 dernières minutes, les 4 principes généraux qui pourrait guider dans l'enquête généalogique que je vous propose cette année autour du long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, notre démarche. 4 principes généraux. Donc la première, qui concerne au fond cette enquête c'est une enquête au sens où elle cherche en même temps que son objet la forme dans laquelle et par laquelle elle va se raconter. 4 principes généraux, donc. Le premier, c'est tenter une histoire un peu détachée de la fabrication d'une identité collective et une histoire un peu détachée qui s'accommoderait volontiers de cette nuée de sens insistante et vague qui fait la consistance de l'aura d'un nom propre. Deuxièmement, la tenter en la racontant à rebours de l'opération historiographique ordinaire qui, elle, toujours recule du présent vers le passé, et donc se risquer à cette audace un peu singulière de commencer par le début. Mais commencer par le début, ça n'a pour un historien rien de naturel, puisque ça consiste au fond à inverser la marche à rebours qui, lui est naturelle. Troisièmement, ne pas se contenter dans ce mouvement de la chronique saccadée des appropriations successives d'Ambroise imaginaire, mais chercher bien au contraire les points d'accroche de son souvenir, les ancres ou les balises de la mémoria. Autrement dit, pour dissiper l'aura du nom propre, ne pas renoncer à approcher sinon l'homme lui-même, du moins son corps écrit. Et ça, ce serait le 4e principe. Approcher le corps écrit d'Ambroise, je dirais qu'il y a un endroit pour cela, où se superposent non pas les lieux de sa mémoire, mais les loci, au sens que le latin dense donne à ce terme, c'est-à-dire à la fois des lieux textuels, des lieux liturgiques, des lieux architecturaux. Cet endroit, nous y étions en pensée la semaine dernière, c'est la basilique Sant'Ambrogio à Milan. Là, le corps de l'Église vibre à l'unisson des hymnes qu'Ambroise composa à l'endroit même donc, où ils sont remémorés. Là, le corpus écrit de ces œuvres complètes est déposé, non loin du corps lui-même, du saint, qui repose sous la table de l'autel où se déroule le sacrifice eucharistique. Or, ce monument au sens propre, donc ce lieu qui porte la mémoire, l'autel, qu'on appelle l'autel d'or ou palla d'oro. En fait, c'est un antependia, c'est-à-dire un devant d'autel. C'est un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie carolingienne qui a été commandé par un évêque qui s'appelle Angilbert II vers 830. Je ne vous le fais pas voir parce que c'est la semaine prochaine qu'on va commencer avec les images. Mais disons d'un mot que tout est exceptionnel dans cette œuvre. Son registre de narrativité
et aussi le fait que c'est une œuvre signée d'un orfèvre qui s'appelle Volvinus, ce qui d'ailleurs complique singulièrement la chronologie ordinaire de la souveraineté de l'artiste, puisque c'est rarissime, au fond, une signature d'artiste au IXe siècle. Or, celle-là est très impressionnante. Volvinus Magister Faber, PH, avec une graphie hellénisante qui solennise encore cette dédicace, parce que lorsqu'on parle de dédicace, on parle de deux choses. Une église est dédiée à un saint, mais un texte peut aussi être dédié à son commanditaire. Et le sens de la dédicace sur cet autel d'or de Milan se dédouble, puisqu'on voit à la fois le saint-évêque trônant Ambroise et à genoux celui qui lui dédie l'église en Gilbert, et également l'orfèvre, l'artiste, qui dédie au saint son œuvre. Face à la nef, le panneau déroule 12 épisodes de la vie du Christ en or repoussé. De l'autre côté célébrant, donc regardant l'abside et faisant face au prêtre, figurent également 12 scènes d'une vie qui est celle d'Ambroise et qui, elle, pour marquer évidemment la différence, à la fois l'imitation et la différence, est en argent. Ces 12 scènes sont identifiées par des tituli, c'est-à-dire des inscriptions latines, et dans 10 cas sur 12, ces titres sont des extraits de la Vita Ambrosii, de la vie d'Ambroise de Paulin de Milan, qui est, comme on va le voir, la source principale et quasiment unique de la géographie ambrosienne. Et entre ces deux cycles, un cycle textuel, la vie d'Ambroise, un cycle iconographique, les 12 scènes que l'on a retenues de cette vie d'Ambroise pour les mettre devant le peuple, des échos subtils que les recherches fondamentales de Pierre Courcel, qui fut professeur au Collège de France et qui a écrit un livre sur les rapports entre la vie d'Ambroise et l'iconographie ambrosienne, ont largement contribué à déchiffrer. Donc vous voyez que mon propos est aujourd'hui des plus limités, puisqu'il consiste au fond à m'approcher de ces scènes exemplaires, de ces 12 éclats de vie très simples, très élémentaires. Je peux les citer d'ailleurs, ces 12, sans vous les faire voir, mais je peux vous les citer. Le présage des abeilles, Ambroise fait route vers Milan, conversion d'Ambroise, baptême d'Ambroise, sacre d'Ambroise, songe d'Ambroise, Ambroise aux funérailles de Saint-Martin, on va en reparler, Ambroise prêche, inspiré par un ange, Ambroise guérit quelqu'un qui s'appelle Nicétius, Ambroise, près de mourir, voit apparaître Jésus, un autre quelqu'un qui s'appelle Honoratius de Verceil est averti par un ange de la mort d'Ambroise, mort d'Ambroise. Du berceau au tombeau, en 12 images, si on était au cinéma, ça ferait la moitié d'une seconde, rien que de très banal, en somme. Il naît, parle, dort, rêve, agit, tente de fuir, se bat, fait des miracles, comme tout le monde. Tout le monde fait des miracles. Et puis il meurt. À quoi ça tient, la vie d'un homme ? La vie peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas ce que l'on va commencer à en raconter quelques années après sa mort. Des fragments d'existence de ce que Peter Brown appelait un mort exceptionnel, donc un saint, mais qui trouvent la force de durer essentiellement parce qu'elles sont des créations littéraires. Et c'est ça qui va m'intéresser en tant que tel. Des créations littéraires et donc en tant que telles offertes à la foi de ceux qui font l'effort de se les remémorer. Souvenirs, fiction, croyance, la Vita Ambrosii ou le mentir vrai, tel est donc le titre de la séance d'aujourd'hui dans le cycle du cours de cette année. Le dossier hagiographique d'Ambroise de Milan
je l'ai déjà suggéré, est anormalement simple. La Vita Ambrosii et rien d'autre, ou presque. Un dénommé Paulin, qui fut le secrétaire d'Ambroise, rédige sa vie après sa mort sur la base de ses souvenirs, et cette Vita demeure jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en fait jusqu'à l'époque moderne, la base textuelle très robuste, très simple, très massive du souvenir. On trouve 174 témoins manuscrits dans les catalogues des bollandistes de cette œuvre, donc c'est une tradition manuscrite très large. Le plus ancien témoin date soit du 8e, soit du 9e siècle, on ne sait pas trop, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote latin 1771, et on a une carte de répartition chronologique et géographique qui témoigne donc de cette très vaste et très intense tradition manuscrite. Rien de commun, par exemple, avec la seule autre vie que l'on ait à notre disposition, qui s'appelle la De Vita et Meritis, la vie et des mérites Ambrosii, qui est une vie anonyme, composée à l'époque carolingienne et qui n'a en fait aucune forme manuscrite, aucune fortune manuscrite comparable. C'est bien la Vita Ambrosii de Paulin de Milan qui est imprimée en 1474, donc c'est quand même très précoce, à Milan, puis 77, puis 88, et qui est vulgarisée, c'est-à-dire traduite en italien, en 1492. D'ailleurs, le dossier du volgarizamento, c'est-à-dire de la traduction en langue vulgaire des vies d'Ambroise, est également très limité. Les quelques versions de textes hagiographiques traduits en langue vulgaire qui circulent à la fin du Moyen-Âge, à part Paulin de Milan, c'est des extraits de la légende dorée de Jacques de Voragine, qui lui-même puise dans Paulin de Milan et se contente de broder sur l'étymologie supposée de son nom, Ambrosius, d'origine grecque. Ambrosius est l'ambre, ambra, de Dieu, sios, saveur délicieuse et parfum de la nourriture des anges, de même qu'il est ambrosium, céleste rayon de miel, mais l'ensemble, au fond, chez Jacques de Voragine, tourne essentiellement autour de ce thème, de cette bonne odeur de sainteté. Donc, une stabilité textuelle des vies latines, et je me contenterai ici de parler des vies latines. Et d'ailleurs, par contraste, on pourrait dire que, paradoxalement, le dossier grec est beaucoup plus fourni, puisque dès le Ve siècle, il y a 3 historiens byzantins, Socrate de Constantinople, Sosomène et Théodoré de Cire, qui rédigent des épisodes de la vie d'Ambroise dans leurs histoires ecclésiastiques, et qu'ensuite, il y a à nouveau, du 8e au 10e siècle, 3 vies grecques spécifiques, dont une de Siméon Métaphrase. Mais d'une manière générale, il faut bien comprendre que dans le monde latin, cette forme d'insistance un peu satisfaite à se contenter de Paulin de Milan déroge à l'ordinaire des dossiers hagiographiques qui sont habituellement agités par le jeu, le ressac des réécritures successives, elles-mêmes au gré des rejeux de la mémoire, puisque normalement, dans un dossier hagiographique, on doit adapter le souvenir du saint, je dirais, aux exigences du moment. Et là, pas du tout. Là, c'est beaucoup plus simple. Or, je dirais évidemment que pour l'historien, quand c'est simple plutôt que compliqué, c'est étonnant. Enfin, je veux dire, il faut tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Voyons par contraste, par exemple, le dossier incroyablement complexe. Ça n'a à peu près rien à voir, mais enfin, c'est juste pour vous donner une image de ce qu'on appelle la question franciscaine, c'est-à-dire la réécriture successive des vies de François, l'éloignant progressivement de son existence. Songez à la plainte de son premier biographe, Thomas de Celano, à qui l'on a demandé en 1229, donc 2 ans
après la mort de François, d'écrire une première vie, Vita Prima, et puis on lui a demandé ensuite une deuxième vie, Vita Secunda. En fait, Jacques Dallarin vient d'en découvrir une qui s'intercale, donc celle qu'on prenait pour la Vita Secunda, 1447, c'est en fait la troisième. Et puis en 1250, on lui demande à nouveau de réécrire et une vie et des miracles de saint François, et à chaque fois en aplatissant un peu plus le souvenir, de manière à ce qu'il puisse évidemment passer sous les fourches caudines de la mémoire. Alors, le biographe se révolte. C'est magnifique, un biographe qui se révolte d'avoir une fois de plus à réécrire et à amortir son souvenir au fur et à mesure qu'il écrit. Je le cite, « Nous ne pouvons chaque jour forger du neuf, ni changer en rond ce qui est carré, ni plier à de tels changements des temps et à une telle diversité des désirs ce que nous avons reçu en bloc. » Le bloc dont parle Thomas de Celano, c'est un passé récent. C'est François d'Assise. C'était l'homme de sa vie. Il l'a reçu en bloc, il l'a reçu à l'estomac, si j'ose dire. Et donc il souhaiterait qu'on arrête d'en arrondir les angles. Bon. On retrouve d'ailleurs dans cette question du bloc qui sans cesse se retaille jusqu'au moment où on ne peut plus, où il reste le souvenir, où d'une certaine manière le bloc devient inassimilable, inconvertible. On retrouve cette thématique du remploi qui nous avait occupé la semaine dernière. Et c'est donc vers ce bloc que nous allons tenter de cheminer. Mais un bloc, je l'ai dit, qui est en éclat, qui ne se perçoit que dans sa diffraction. Si l'on voulait chercher Ambroise derrière le souvenir ambrosien, ce qui n'est pas à proprement parler mon objet, il conviendrait évidemment de se pencher d'abord sur ses écrits, sur les écrits d'Ambroise, puisque le premier inventeur de la mémoire de cet homme, c'est lui, c'est Ambroise. Il a écrit. Alors, il n'a pas écrit des autobiographies, mais il y a des éléments biographiques dans ses écrits, dans, évidemment, son œuvre doctrinale, aussi, surtout, dans sa correspondance, puisque, à ce moment-là, évidemment, la correspondance fait partie de l'œuvre écrite. D'ailleurs, il l'a composée lui-même, il a rédigé son recueil épistolaire. Cela, on va l'étudier dans 15 jours, lorsqu'on abordera la canonisation de l'autorité patristique. En tout cas, il y a des correspondances, et qui sont des correspondances biographiques, entre les traités d'Ambroise et ses lettres. Par exemple, lorsqu'il écrit à Marceline, sa sœur, qui est sœur également, qui est vierge, eh bien, il construit en même temps une théologie de la virginité. Ou aussi, si l'on veut trouver peut-être le plus proche de l'homme Ambroise, en 378, quand meurt son frère, Satyrus, il rédige et il prononce 2 oraisons funèbres. La première lors des obsèques, et la seconde, quelques semaines plus tard, sur sa tombe. Et ces 2 discours sont, dès le Moyen-Âge, transmis ensemble, précisément parce qu'ils s'écartent. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est dans cet écart que se trouve le témoignage autobiographique peut-être le plus sincère de celui qui n'a pas écrit d'autobiographie. Le premier discours, c'est une lamentation funèbre, qui est pleinement conforme à la tradition romaine, comme chez Prosperse, Ovide, Stas, comme l'aîné de Virgile qui salue une dernière fois le jeune Pallas tué au combat. Ambroise réagit en romain, c'est-à-dire qu'il fait exploser sa douleur. Mais le second discours regarde, lui, vers Sénèque, vers la consolation. Mais ce n'est plus une consolation philosophique, c'est une consolation chrétienne qui, évidemment, espère la fin des temps. On voit donc que ce qu'il y a de plus intime ici, dans l'homme Ambroise, c'est bien
ce que l'histoire de son temps, l'histoire de cette grande bascule des temps, de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, de ce monde qui est en train de devenir chrétien. Ce qu'il y a de plus intime chez lui, c'est donc ce que faille en lui l'histoire. C'est évidemment ce point de bascule, cette histoire de grand vent qui proprement le traverse. Donc, Ambroise, oui, est le premier inventeur d'Ambroise, c'est entendu. Le deuxième inventeur, vous le connaissez tout aussi bien. C'est celui dont on parlait la semaine dernière, c'est par lui que nous avons commencé. On ne peut que commencer que par lui. C'est Augustin. Pourquoi ? Eh bien parce que, précisément, le Moyen-Âge connaît d'abord Ambroise par le récit de la conversion d'Augustin dans les confessions, ou les aveux, comme on pourra les traduire. On sait bien que la diffusion de ces confessions est immense, et que sur le plan iconographique, par exemple, Ambroise est appelé par Augustin, majoritairement, lorsqu'on compte les images. L'iconographie ambrosienne, elle est dépendante de l'iconographie augustinienne, c'est-à-dire c'est d'abord le baptême d'Augustin qui fait voir Ambroise, puisque c'est Ambroise qui l'a baptisé. Et ce que donne à entendre Augustin dans ses confessions, ce n'est pas un projet hagiographique, ça ne l'intéresse pas de faire le récit de vie d'Ambroise. Ce qui l'intéresse, c'est de faire le récit de ses aveux, mais donc passe un profil pastoral et doctrinal. Alors vous voyez, nous étions à la recherche des épisodes de la vie d'un homme, et nous voilà donc déportés vers le récit que fait un autre homme de sa rencontre avec lui, comme Thomas de Celano, l'homme de sa vie, celui qu'on a reçu en bloc. Augustin fut attiré, fut comme aimanté par l'éloquence d'Ambroise. D'abord parce qu'Augustin était lecteur de Cicéron et qu'on lui disait que quelqu'un là-bas à Milan parlait si bien que, j'allais dire, techniquement ça l'intéresse. Il veut savoir comment on fait. Exactement comme un cinéphile regarde des films, c'est-à-dire pour savoir où est placée la caméra. Il veut voir comment ça marche. Mais ce qu'il n'a pas prévu, évidemment, c'est que cette parole, moins enjouée que celle des rhéteurs qu'il a l'habitude d'entendre, plus grave, plus savante, est tout aussi entraînante. Et qu'elle va l'entraîner lui-même très loin de ce qu'il avait prévu, très loin de ce qu'il pensait être, ce qu'on appelle une conversion. Ambroise attirait en se retirant. Tel est l'un des sens de cette fameuse scène qui impressionne Augustin, et sur laquelle nous reviendrons, de la lecture silencieuse, où il voit ce qui ne se voyait pas dans le monde romain, mais pour des raisons peut-être paléographiques, que je tenterai de montrer, mais plus tard, quelqu'un lire lèvres closes. Je cite les confessions. Mais quand il lisait, ses yeux étaient conduits à travers les pages dont son esprit perçait le sens. La voix et la langue, en revanche, étaient en repos. Souvent, en notre présence, il n'était en effet défendu à personne d'entrer, et il n'était pas d'usage qu'on lui annonçât qui arrivait. Nous le vîmes lire silencieusement, et jamais autrement. Et nous restions ainsi plongés en un silence continu, qui d'ailleurs aurait osé être une gêne pour quelqu'un d'aussi absorbé. L'aura qui entoure le Tacite Legens, la lecture silencieuse, est faite d'admiration et peut-être aussi, vous l'entendez, de réprobation morale, parce que Ambroise, dans son tête-à-tête avec le livre, non seulement s'extrait de la compagnie des hommes, mais se soustrait à toute possibilité d'échange. Au fond, il quitte le monde sonore du dialogue antique pour celui silencieux de la lecture. Et cette intériorité inquiétante qui rompt avec, je dirais, le matérialisme courant, ordinaire, de la philosophie romaine, c'est une sorte de platonisme renversé. Je vais m'expliquer sur cette expression. Ambroise
a lu, et c'est une lecture décisive pour lui, Philon d'Alexandrie, qui est un juif, un philosophe juif hellénisé du 1er siècle de notre ère. C'est un grand savant qui s'appelle Hervé Savon, qui, dans sa thèse en 1977, qui s'appelle Saint-Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif, a démontré l'importance de cela. D'ailleurs, Hervé Savon est celui qui, en 1997, je crois, a publié la meilleure biographie en français d'Ambroise de Milan, qui s'appelle Ambroise de Milan. Ambroise a lu Philon pour le censurer et finalement pour le christianiser. Il s'appuie sur sa méthode d'exégèse allégorique, ce que lui reprocheront d'autres exégètes, comme par exemple l'évêque Palladius, qui va accuser Ambroise, je cite, de s'attacher davantage aux fables des poètes qu'à la foi des apôtres. Mais justement, Ambroise, lui, l'exégèse allégorique de Philon d'Alexandrie, ça l'intéresse. Mais ça l'intéresse moins en tant qu'il est juif qu'en tant qu'il est alexandrin, c'est-à-dire qu'il est dans justement ce milieu néo-platonicien qui lui permet, alors pourquoi je dis de renverser le néo-platonisme, parce que, au fond, c'est le rapport entre le réel et l'idée qui se trouve d'une certaine manière bousculé chez Ambroise. Je cite Hervé Savon. Ambroise joint un goût certain pour les images du platonisme, une aversion radicale pour la métaphysique qu'elle devait revêtir. Il retourne l'antithèse platonicienne du réel et de l'illusoire. Le réel, le solide, c'est la chair du Christ, non seulement visible, mais palpable. Les idées, au contraire, ne sont que des simulacres. Et donc, voilà ce qui est la clé. C'est-à-dire qu'Ambroise impressionne d'abord Augustin par son hellénisme, par sa connaissance de la philosophie grecque qui le rend capable, lui, de ne pas se laisser dominer par le néoplatonisme, mais justement de le convertir à sa foi chrétienne. C'est ce que montre magnifiquement Peter Brown dans son livre qui s'appelle « La vie de Saint-Augustin », qui est paru en 1967, peut-être un des plus beaux livres d'histoire médiévale que je connaisse, qui décrit d'abord Augustin comme un cancre. À Carthage, il n'a jamais su apprendre le grec. Comme ça, c'est simple. Écrit Peter Brown, un échec catastrophique du système pédagogique de la romanité tardive. Voilà. C'est-à-dire que dès ce moment-là, le niveau baisse, on a quelqu'un d'assez brillant, mais qui s'ennuie en grec. Et c'est quand même extraordinaire de penser qu'il va toute sa vie être dans la langue grecque à tâtons. Il ne saura des grecs que quelques bribes dans des florilèges ou des traductions latines, ce qui est quand même un handicap, ce mince bagage culturel, ce qui fait, je cite encore Peter Brown, d'Augustin un cosmopolite manqué. Parce qu'il ne s'intègre jamais vraiment à cette internationale culturelle du christianisme. Ce qui est évidemment tout le contraire d'Ambroise, qui, lui, est pleinement l'homme de l'empire gréco-romain, au sens de Paul Veyne, c'est-à-dire de cet empire gouverné à la romaine, mais qui pense grec, qui pense et parle grec. Je rappelle que son père le père d'Ambroise, fut préfet du prétoire des Gaules, donc un des plus grands personnages de l'Empire, que Ambroise naît à Trèves, la seconde Rome, qu'il revient bientôt à Rome, où il reçoit l'éducation impeccable des patriciens, c'est-à-dire qu'il étudie en grec et en latin les poètes, les prosateurs, mais aussi les juristes. Et donc que c'est comme avocat qu'il commence sa carrière avec son frère Satyrus, justement, en Italie, avant de devenir consularis, c'est-à-dire gouverneur de Ligurie et d'Émilie. Et voilà pourquoi il fait pénétrer Augustin dans, je cite encore Peter Brown, un monde d'idées totalement nouvelles, notamment
en le détournant radicalement du monde sensible. Car pour Ambroise, et c'est là effectivement sa sévérité face à Augustin qui, lui, est cet étudiant un peu désinvolte, ébloui par la lumière d'Afrique, qui ne va cesser, au fond, y compris dans ses œuvres, de jouer de ce monde sensible, des éclats de lumière, etc. Pour Ambroise, tout ça, toute cette sensiblerie, tout ce rapport effectivement au monde, tout ça n'est rien car le corps que nous revêtons n'est qu'une guenille. Le tout de l'homme est dans le pli de son âme. Et voilà en quoi consiste la conversion d'Augustin. C'est une conversion dans l'un, dans l'unité de l'homme, alors que tout le diffractait, en somme. Quand il arrive à Milan, en 384, Augustin est globalement manichéen, c'est-à-dire au sens de disciple de la doctrine de Manie. Il pense que le moi est une lueur du royaume de la lumière qui est emprisonné dans le royaume des ténèbres. Donc nous ne sommes qu'un éclat. Le grand combat me met littéralement hors de moi. L'homme n'est qu'une étape dans la grande lutte cosmique. Or, quand il entend Ambroise, il découvre que ce qui pêche en lui, c'est lui. Que le mal en lui, c'est lui. C'est au 5e livre des Confessions, 10-18. Je croyais encore, en effet, que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle autre nature qui pêche en nous. J'aimais à m'excuser pour accuser je ne sais quoi d'autre qui eût été en moi sans être moi. Ce qu'Ambroise fait découvrir à Augustin, c'est donc la totalité du moi. Or, j'étais vraiment un tout. Mais ce moi est le tout d'un combat intérieur. Or, vraiment j'étais un tout, et c'est mon impiété qui m'avait divisé contre moi-même. Et plus loin, au livre 8, j'étais en lutte avec moi-même et dissocié d'avec moi-même. C'est ça la splendide et terrible découverte qu'il avoue. Et c'est cela que j'appellerais volontiers l'événement Ambroise. Cet aveu que Augustin rend manifeste. Et c'est pour ça que les confessions sont la première brique du souvenir d'Ambroise. C'est-à-dire que ça saisit du même mouvement l'unité du moi et ce qui le divise. En même temps, on comprend qu'on est un tout et qu'on est un tout divisé. Donc, je m'approche là de ce bloc faillé que j'évoquais précédemment pour chercher à comprendre ce qui peut mettre une vie en pièces. Je m'approche de ce qui fait miroiter face aux souvenirs des éclats d'existence. Mais je m'approche aussi de cette vita Ambrosi qui est donc la première et quasiment unique source de la vie d'Ambroise. Pourquoi ? Parce que quels en sont les premiers mots ? J'y arrive enfin. Vénéré Père Augustin. Ah, c'est lui le dédicataire du texte. C'est à lui qu'est adressée la vie d'Ambroise. C'est vers lui qu'elle s'avance, cette vie, qu'elle s'avance à sa rencontre. Et comment s'achève le texte ? Vers lui, encore, en lui, à qui s'adresse une prière. Je supplie également votre béatitude, vénérable Augustin, de daigner prier pour moi, Paulin, très humble pécheur. Donc, Augustin ouvre et ferme le texte, le clos. C'est lui le père du texte. Reprenons au début. Vénéré Père Augustin, tu me demandes à moi aussi de retracer la vie du très bienheureux Ambroise, évêque de l'Église de Milan. Qui parle ? À moi aussi. Un dénommé Paulin, vous l'avez entendu, il dit son nom à la fin. Qui est Paulin ?
La littérature ecclésiastique du 5e siècle cite deux Paulins, Paulinus Episcopus et Paulinus Diaconus. Le premier, on l'appelle aujourd'hui Saint Paulin de Nôle, c'est un Aquitain établi en Campanie où il devient évêque, c'est un ami de Sulpice Sévère, c'est pas lui. Le second, il a joué un rôle à Carthage à partir de 411 dans la condamnation de l'hérésie de Pélage, je vais y revenir, c'est sans doute lui. C'est donc un Africain qui est diacre au moment où il l'écrit. Quand écrit-il? Alors là, la datation de la Vita, elle a longtemps oscillé entre 412 et 422. Je rappelle qu'Ambroise est mort en 397. Donc c'est soit 15 ans, soit 25 ans après la mort d'Ambroise. Pourquoi cette hésitation? La Vita d'Ambroise, en un mot, est contemporaine, on le sait, d'une lettre d'Augustin, la 29e dans les collections modernes, mais on ne sait pas si cette lettre est de 1412 ou 1422, et c'est dans cette lettre qu'Ambroise nomme Paulin et dit qu'il est diacre. Donc, Paulin parle en 412 ou 422 à qui? Eh bien, à Augustin, au nom de la postérité, mais c'est Augustin qui lui a demandé, à lui aussi, essiam ego. Alors donc ça c'est un mystère. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies d'Ambroise ou d'autres velléités d'écrire des vies d'Ambroise ou d'autres commandes? En tout cas, pourquoi écrit-il? Pour sauver de l'oubli une existence, et ça encore il va s'en expliquer à la fin, qui est abîmée et amoindrie. La fin, le dernier chapitre, c'est très beau. C'est presque comme l'incipit de Salammbô de Flaubert, vous savez. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Là, la scène se passe à Carthage, chez le diacre Fortunat, qui donne un banquet. On est dans le monde antique, donc tout commence et se finit par un banquet. Fortunat est le frère de l'évêque de Carthage, Aurelius, qui est un ami d'Augustin, et parmi ses convives, il y en a certains qui se mettent à dire du mal de l'évêque de Milan. Vous voulez les noms, je peux vous les donner. Un certain Muranus, qui est évêque de Bolle, de passage à Carthage, et, plus grave, un prêtre de Milan, Donatus, également d'origine africaine. Bon, cela dit, dès qu'ils disent du mal d'Ambroise, boum, ils sont terrassés, ils meurent sur le coup. Donc c'est donc qu'il se passe quelque chose, et qu'il faut faire quelque chose, surtout, pour que cessent les calomnies, qui d'évidence déplaisent à Dieu. Le travail de la mémoire s'enclenche donc pour éviter que l'on ôte quelque chose au souvenir du vénérable évêque. Pourquoi je dis que l'on ôte quelque chose? Parce que le mot latin, qui revient 4 fois, c'est detraeret. Detraeret memoriae sacerdotis. Detraeret, ça signifie ôter, retirer. Mais comme un vêtement qu'on tire vers le bas. Donc ça veut dire ôter le mérite, diminuer la valeur. Ainsi, detraendi causa, par exemple, peut signifier chez Cicéron par esprit de dénigrement. Mais c'est un sens second. Donc c'est la scène inaugurale qui est racontée à la fin de la Vita et qui, elle seule, justifie l'entreprise de mémoire, qui est donc déjà une opération de réparation de la mémoire, pour que cessent les calomnies, pour qu'on arrête de diminuer Ambroise. D'où l'exigence de vérité qui est martelée dans le texte par Paulin de Milan. Non, je ne recouvrirai pas la vérité du phare de l'expression. Il s'agit de dire le vrai et surtout de dire le tout, puisqu'on veut le diminuer. Il faut tout dire. Il y a une exigence d'exhaustivité. Aussi commencerai-je mon récit le jour de sa naissance, afin qu'on reconnaisse quelle fut la grâce divine sur cet homme dès le berceau. On le mènera donc jusqu'au tombeau pour que rien ne lui soit retiré à l'issue d'un parcours complet, écrit Paulin de Milan. Alors,
Sans doute faut-il éclairer le contexte de cette première crise du souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre la mort d'Ambroise, 397, et la rédaction, donc obligée, contrainte, par Ambroise, mais parce qu'il faut rétablir la mémoire complète, par Augustin, parce qu'il faut rétablir la mémoire complète d'Ambroise. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette, ce qu'on pourrait appeler une hagiographie immédiate avec Guy Philippard? Ce n'est pas énorme, 20 ans, mais enfin, voilà, 20 ans, c'est au Moyen-Âge comme pour nous, il se passe des choses. Et il se passe des choses particulièrement importantes, même, si j'en crois le livre sur lequel je vais m'appuyer désormais, qui est un livre profond et novateur de Robert Marcus, qui est paru en 1990 et qui a été traduit en français en 2012, sous le titre « Au risque du christianisme, l'émergence du modèle chrétien, 4e, 6e siècle », et qui met l'accent sur ce qu'il appelle la crise de l'identité chrétienne entre 380 et 430, 50 ans. Quelle est la thèse principale de Robert Marcus? La conversion de Constantin institutionnalise, vous le savez, le christianisme comme religion d'État de l'Empire gréco-romain. Elle s'interprète moins comme le triomphe du christianisme que comme une mutation politique du système des pouvoirs de l'Antiquité tardive, et Robert Marcus décrit la manière dont le christianisme recouvre progressivement le domaine profane par la christianisation du temps et de l'espace notamment, et impose par les pratiques une conversion de cette ancienne secte du judaïsme, qu'on appelle le christianisme, en religion universaliste. Autrement dit, ce que les philosophes croient voir arriver d'un coup dans l'œuvre de Paul de Tarse, c'est-à-dire l'invention d'une religion universaliste, en fait, les historiens l'observent bien plus tard, bien plus graduellement dans la société, dans ces années 380-430, mais justement à l'issue d'une crise de conscience. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui peut être décrit comme une réforme de la société romaine est une révolution pour les chrétiens. Ce n'est pas du tout la même chose d'être chrétien dans une religion majoritaire d'État que d'être chrétien, martyrisé ou en tout cas persécuté, ce qui d'une certaine manière est plus facile pour la conscience. Et dès lors se pose le problème « quid sid Christianum est ?» Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie pélagienne, de Pélage. Je cite Robert Marcus, c'est une attaque contre un christianisme languissant et fade qui estompait la frontière entre un chrétien commun et un païen romain ordinaire. En un mot, Pélage est un moine breton, un dur, qui prône un mode de vie ascétique rigoureux qui permet à chacun de gagner son salut. Et l'un des traités pélagiens les plus connus, qui s'appelle De Vita Christiana, je passe sur les problèmes d'attribution, est ainsi rythmé par le slogan « Non nomine sed opere ». On n'est pas chrétien par le nom, mais par les œuvres, par ce qu'on fait, par ses actes. Non nomine sed opere. Et donc, voilà l'intrigue. Après le sac de Rome par les Visigoths en 410, Pélage gagne l'Afrique avec ses disciples, va à Hippone, tente de convaincre Augustin, mais lui, Augustin, au contraire, il enseigne ce que Marcus appelle la médiocrité chrétienne, celle qui va triompher, c'est-à-dire celle qui va composer avec le monde gréco-romain. Donc, en 418, le pape Zosime condamne Pélage comme hérétique. Pélage part à Jérusalem, il se fait expulser de Jérusalem, part en Égypte, il meurt en 420, mais il y a un de ses disciples, Célestius, qui reste en Afrique, puis qui regagne l'Italie, où il fédère un groupe de 18 évêques et crée un schisme, le schisme pélagien. Donc c'est quand même assez sérieux. Or, ce que l'on sait de Paulin de Milan, le diacre, c'est qu'en 417, il écrit au même pape Zosime, qui a condamné comme hérétique Pélage et ses disciples, une lettre dénonçant
les erreurs de Célestius. Donc, après ce détour, on peut identifier ceux qui ont intérêt à abîmer la mémoire d'Ambroise dans ces années-là. Soit les pélagiens, soit ceux qui, pour une raison ou pour une autre, accusent Ambroise et Augustin de leur gestion de la crise pélagienne. Et on peut aussi identifier l'enjeu majeur de l'affaire dans laquelle Paulin de Milan, personnage moins fade qu'il n'y paraît, est un des protagonistes, c'est la définition même de l'identité chrétienne. Et voilà le nœud de l'affaire. Car cette question de l'identité chrétienne, elle joue aussi dans le genre même du texte de la Vita Ambrosii. Comme l'a montré Stéphane Giovanni, c'est le premier biographe. La Vita Ambrosii est la première biographie d'un évêque italien qui fait sortir le genre de la littérature martyriale. Celle-ci, la littérature martyriale, on le sait, impose jusqu'à l'époque carolingienne un modèle de sainteté dominant qui est justement la passion. Or, la passion, c'est des vies qui sont le plus souvent anonymes et qui ne sont pas justement ces vies d'auteurs telles que, effectivement, Paulin de Milan va, en même temps qu'il affirme son nom, en définir le genre. Il revendique une filiation avec des textes d'auteurs, Sulpice Sévère, à la prose superbe, écrit-il, Jérôme, Athanase, qui ont écrit des vies monastiques. En réalité, le vrai préalable de la vie d'Ambroise, c'est la vie et passion de Cyprien qui est rédigée en 258 par le diacre Pontius. Mais l'important, c'est de considérer que, parce que la vie de Cyprien n'a eu aucune postérité, la première vraie biographie chrétienne d'un évêque, en tant qu'il est évêque, c'est la vie d'Ambroise de Paulin de Milan, en tant qu'il est le très saint évêque de l'Église de Milan. C'est l'horizon premier de son action. Il ne va pas chercher le martyre, il ne va pas chercher l'ascétisme, il va chercher, au fond, la manière dont Ambroise gouverne. Ambroise est à la tête d'un réseau d'évêques italiens, un réseau que sa correspondance exprime et constitue. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'adresse à l'empereur, par exemple à l'empereur Théodose, lors du concile d'Aquilée, fin 381 ou début 382, il écrit « Ambroise et les évêques d'Italie ». Donc, il a une renommée internationale. À un moment dans la vie d'Ambroise, on voit qu'il y a même deux persans qui viennent le voir, et puis même, ce qui paraît encore plus extravagant à Paulin, je le cite, « La renommée de notre saint homme allait jusqu'au peuple barbare de la Gaule ». C'est dire que là, effectivement, on voit large. Donc, Paulin de Milan souligne la renommée internationale de son héros, l'importance doctrinale, la sainteté, mais c'est d'abord dans sa charge pastorale qu'on le voit agir. Alors évidemment, la scène inaugurale, c'est celle de son élection épiscopale en 374, où Ambroise n'était pas fait pour être un évêque. Il n'était pas fait, évidemment, pour être appelé à l'épiscopat. Mais il y a une crise dans l'Église. Et cette crise, c'est celle dont on reparlera la semaine prochaine, c'est la crise arienne, c'est-à-dire une hérésie, encore une autre, qui est une hérésie christologique, qui interroge la double nature du Christ. Les Ariens, à ce moment-là, sont dominants à Milan, ou peuvent le redevenir parce qu'ils ont l'appui d'une impératrice qui s'appelle Justine. Alors, il y a une pression très forte pour que Ambroise devienne évêque, et pour que tout le monde, je cite la vie d'Ambroise, il s'entendirent, et c'est la foule qui parle, il s'entendirent soudain sur son seul nom, dans une unanimité étonnante et incroyable. Donc c'est une biographie chrétienne d'un homme de pouvoir. Ambroise est face à la foule, face aux adversaires de l'Église, face aux hérétiques,
face à l'empereur lui-même. Il est celui qui fait front, qui résiste, qui se bat. Parfois, il fait défection lorsque l'empereur, en particulier Théodose, dans ses grandes affaires qu'on verra ensemble, l'affaire des basiliques, l'affaire de l'incendie de la synagogue, lorsqu'il n'obtient pas satisfaction de l'empereur, alors il se retire. Une fois à Aquilée, une autre fois à Bologne et à Florence. Mais c'est une autre manière de faire pression. Il est le plus souvent au milieu du peuple, au palais, à la cour, dans l'hippodrome, dans les basiliques, bref, dans tous les lieux de pouvoir. Il joue la ville contre le palais, le peuple contre la cour. Il est au milieu de la foule et c'est la foule qui s'agite. Toujours un cri s'élève. C'est un enfant dans la foule qui s'exclame « Ambrosius episcopus » et le voilà évêque. C'est un homme possédé par l'esprit immonde qui crie, qui hurle, qui vocifère, et voilà l'Église en danger. Donc, ce nouveau modèle de sainteté de Paulin de Milan, c'est une sainteté de combat. Ambroise siège du haut de sa cathédrale, au milieu de ce que l'on appelle le tribunal, mais qui n'est rien d'autre que la partie surélevée de l'abside. Il domine, il s'impose, parfois il négocie, il cède ou il reste inflexible, il menace, il devient en tout cas l'interlocuteur principal des empereurs, mais quand tout cela ne suffit pas, il pleure, ce qui est une autre manière d'utiliser l'émotion politique à des fins de mobilisation partisane. Bref, il n'a plus rien à voir avec le martyr. La Vita Ambrosii est de bout en bout un traité du gouvernement épiscopal. Un traité, non, j'exagère, c'est d'abord un récit. Et c'est là-dessus que je voudrais, au fond, consacrer les minutes qui me restent. C'est d'abord un récit, au sens où c'est inaugurant ce nouveau genre de la biographie chrétienne d'un évêque. Paulin de Milan s'inscrit aussi dans la tradition d'origine profane qui emprunte aux éloges funéraires et honorifiques de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi à la biographie narrative. C'est un témoin qui parle et qui raconte. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Il est avec Ambroise, à côté de lui. Nous vîmes le sang du martyr, nous fûmes remplis d'un tel parfum, nous nous rendîmes dans le jardin. Parfois, il dit « je » lorsqu'il est particulièrement ébranlé, physiquement ébranlé par la parole d'Ambroise, notamment lorsque Ambroise est transfiguré comme le Christ. Alors là, Paulin dit « je » devant ce phénomène, je restais figé de stupeur. Bon, tout cela, effectivement, ça emprunte à un merveilleux qui est un merveilleux, je dirais, cantonné par la charge épiscopale. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes dans un monde de présages, de miracles, de guérisons soudaines, d'exorcismes, mais les miracles d'Ambroise sont toujours des miracles dans sa charge pastorale. Donc, je dirais que le merveilleux n'est pas exubérant. Et puis, de toute façon, ce merveilleux, il n'éloigne pas non plus la Vita Ambrosii de ces modèles gréco-romains narratifs. C'est le grand apport du livre de Glenn Bowersock, qui s'appelle « Le mentir vrai dans l'Antiquité, la littérature païenne et les évangiles », qui montre comment l'empire gréco-romain, au temps de Néron, mais guère avant, est envahi par le genre romanesque qui fait éclater les cadres intellectuels issus de la paideia antique. Autrement dit, au 1er siècle, il y a une révolution narrative dans le régime fictionnel, une invention du roman, et d'un roman qui joue du merveilleux. Et au fond, Bowersock montre que, par exemple, le thème de la résurrection qu'on va retrouver dans les évangiles est déjà un thème des romans
grecs et romains, notamment le Satyricon, où l'on voit un héros, Eumolpe, qui impose par testament à ses héritiers de découper son corps en petits morceaux et de le manger en public. Autrement dit, depuis le 1er siècle, il existe déjà un lien entre fiction romanesque et littérature chrétienne. Mais la différence, et c'est une différence qui me semble majeure et qui est tout à fait fondamentale, me semble-t-il, pour comprendre justement ce que j'appelle le bloc faillé, c'est que le monde gréco-romain avait l'habitude de ce que Plutarque appelle les vies parallèles, c'est-à-dire d'une pluralité de vies, de rassembler en un même récit plusieurs vies. Alors qu'au contraire, si une des spécificités de la biographie antique est d'être plurielle, l'exception chrétienne consiste à produire une biographie plurielle d'une seule personne. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'évoquer pour titre le mentir vrai de la vie d'Ambroise. C'est évidemment pour faire signe vers Aragon, dans la nouvelle qui porte ce nom, le mentir vrai, et qui date de 1964. C'est la blessure de l'origine qui précipite l'affabulation familiale et partant la création romanesque. L'expression mentir vrai a été prise en mauvaise part, parce qu'on accuse à tort Aragon de mauvaise foi, mais l'important, c'est la vérité, c'est une recherche de vérité. Exactement comme dans le livre de Bowersock, le mentir vrai dans les évangiles et la littérature gréco-romaine. Ce n'est pas pour profaner les évangiles, pour dire que c'est du roman, c'est pour dire que justement, c'est un moment où la création littéraire a une visée de vérité. Et voilà l'idée sur laquelle je voudrais conclure. Dans la biographie qu'elle a récemment consacrée à Roland Barthes, Tiphaine Samoyau se heurte à l'hostilité affichée de Barthes pour toute démarche biographique. Faire le récit ordonné d'une vie, c'est, écrit-il dans Sade, Fourier, Loyola, une cochonnerie. En tout cas, un faux semblant, puisque, je le cite encore, dans un entretien paru dans Tel Quel en 1971, où il répond à Jean Thibaudot, « Toute biographie est un roman qui n'ose pas dire son nom. » Encore cette obsédante question du nom. Vous voyez que si vous attendiez un récit ordonné de la vie d'Ambroise, ce matin encore, vous êtes déçus. Mais enseigner, c'est évidemment apprendre à décevoir. Mais Paulin de Milan déçoit aussi cette attente. C'est pourquoi, pour ne pas la décevoir trop longtemps, je vais mettre également sur le site le lien à un très bel article de Maurice Testard, qui est le traducteur des Devoirs d'Ambroise de Milan, qui s'appelle Ambroise de Milan et qui, en 30 pages, donne justement un aperçu de cette vie. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était effectivement autre chose. Vous voyez, cette question à la fois historique et littéraire, et qui faisait que Barthes désignait, même s'il détestait les biographies, désignait tout de même, faisait des auteurs, j'allais dire des noms d'auteurs, Michelet, Racine, Sade, le lieu d'un rassemblement, la description d'une unité. Alors comment décrire ça si on ne veut pas d'une vie pleine et lisse? Paulin de Milan ne la voulait pas davantage. Ce nom pourrait être, au pluriel, celui de biographème, et c'est lui qui inspire la méthode et l'écriture du livre de Tiphaine Samoyau. L'une et l'autre, la méthode et l'écriture, s'inspirent de cette déclaration de Barthes dans Sade, Fourier, Loyola, que je vous lis. « Si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît par les soins d'un biographe amical et désinvolte à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes, dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la façon des atomes épicuriens,
quelques corps futurs promis à la même dispersion. Les biographèmes sont donc des éclats de vie, des éclats où se défracte la singularité des vies, qui se dispersent comme les cendres jetées au vent après la mort. Stardust Memories, disait David Bowie, et qui viennent se déposer ici et là, se poursuivent ailleurs et avec d'autres. Collecter et rassembler les biographèmes n'est pas seulement une éthique de la biographie, mais un art de la mémoire, à rebours toujours de l'ordre chronologique de la biographie. Le récit de vie devient alors anamnèse, soit, comme il est écrit dans Roland Barthes par Roland Barthes, une contre-marche. Il faudrait donc, à partir de maintenant, apprendre à manier les biographèmes ambrosiens et comprendre ce que l'on verra l'an prochain, la semaine prochaine, comment ces biographèmes, justement, s'accrochent toujours à des lieux. Comment, dans la configuration monumentale de Milan, et comment, justement, à l'issue de ces points d'ancrage du souvenir que sont notamment les basiliques, ces biographèmes peuvent mettre en mouvement la dispersion organisée, réorganisée, mais avec cette contre-marche qu'est l'anamnèse du souvenir ambrosien. Voilà, je vous remercie de votre attention.